Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Monsieur Caveren, Bonjour, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. mais c'est avec plaisir. Merci aussi Merci, de vous intéresser un peu à moi. Voilà. avec grand plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Eh bien, donc, je suis Jean-Louis Cavren, j'habite Liège, en Belgique, et je suis ostéopathe. Je suis marié, nous avons 4 enfants et 11 petits-enfants, et j'ai une carrière. Je travaille toujours dans ma profession, un peu moins dans le monde du sport, parce que j'ai eu la chance d'avoir deux facettes à ma carrière. Ma carrière, je dirais, d'ostéopathe général et ma carrière d'ostéopathe sportif. Avant ça, je suis originaire d'une famille de paysans. Mes parents étaient fermiers. J'ai fait mes études, au collège en latin grec, et puis alors j'ai fait une formation de kinésithérapie, puis j'ai fait une formation de médecine du sport à Paris qui m'a fait découvrir l'ostéopathie, et j'ai fait cette formation en Angleterre ensuite. Et, et voilà, je ne sais pas si vous voulez en savoir un petit peu plus. J'avais 3 sœurs, voilà. Mon père est mort relativement jeune. Donc voilà, mais qui m'a influencé beaucoup dans sa relation humaine. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal comme résumé. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier d'ostéopathe? Il y a deux choses qui me plaisent. D'une part, et plus encore à cette période-ci où les magasins sont relativement fermés, où les gens ont peu de contact. J'ai la chance d'avoir le contact des gens, de toucher la personne dans son corps et je dirais dans son esprit. Ce côté humain, lorsque je prends un patient en charge, j'ai besoin de le mettre dans un cadre. Je ne sais pas une personne qui vient s'étendre sur ma table pour avoir un traitement. Non, non, c'est l'ensemble de la personne qui m'intéresse. Donc, je dirais, je dois, par la manière dont il se déplace chez moi, par la manière dont il vient chez moi, j'ai presque besoin d'aimer le patient qui vient sur ma table pour pouvoir à la fois mieux le percevoir, mieux le comprendre dans son ensemble, et lui donner les choses que je peux lui apporter pour le guider je dirais, vers le chemin de la santé. Sa santé, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, elle est mentale, et voilà. Vous avez aussi travaillé dans le monde du sport, donc évidemment le tennis. C'est comme ça que je suis venu vers vous en fait, parce que j'adore le Oui, tennis. oui, oui. Au-delà de l'ostéopathe, c'est aussi des relations humaines aussi. Ah, mais c'est surtout ça. Et bon, en réalité, le sport a été tout pour moi. Depuis toujours, mon père était un grand supporter de foot. Moi, j'ai pratiqué différents sports. J'ai commencé par le tennis de table, puis par le tennis, puis le foot. Enfin, bon, maintenant, je joue au golf maintenant parce que je ne sais plus jouer au tennis. Mais euh, toujours, même au niveau des sportifs, j'ai eu la chance de côtoyer de très grands champions dans différents domaines, pas seulement dans le domaine du tennis. Évidemment, le domaine du tennis est celui où j'ai exercé de façon la plus constante, puisque j'ai été responsable médical de l'équipe belge de tennis de Coupe Davis pendant 24 ans. Hein. Donc, j'ai vu défiler tout. J'ai vu l'évolution qui s'est passée. J'ai vu ses joies, ses peines. Hein. J'ai vu des gars qui ont gagné Roland-Garros. J'en ai vu qui ont perdu au premier tour. Et tout ça, ça se retrouve avec la joie et les peines sur la table de traitement après la compétition. Et là,
je suis probablement, grâce à cette palpation et verbale et physique par les mains, le ressenti, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je participais totalement, je vibrais par leur joie, je vibrais par leur peine. Hein, et ce côté humain, plus que ça, leur peine tant sportive qu'émotionnelle, que relationnelle avec leurs parents. J'ai vu des problèmes difficiles avec les parents, j'ai vu des problèmes avec leurs copines. Hein, bon, nous sommes en première ligne pour percevoir, pas pour aider, pour aider et avec, disons, l'amour qu'on peut donner aux gens euh, grâce à cette profession, grâce à ce contact, bien c'est vraiment un métier merveilleux. Que c'est pour ça que je l'exerce toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que par exemple dans le sport, on met toujours en avant, enfin vous cherchez pas à être mis en avant, mais on parle souvent des sportifs ou bien des entraîneurs, mais on parle pas justement de ce qu'il y a aussi à côté, quoi. Comment vous expliquez que les joueurs se confient à vous en fait? C'est vous qui les rassurez et tout ça? Bon, tout d'abord, il y a une chose qui est très importante. C'est dans la fonction est difficile parce que il faut d'abord respecter tout l'ensemble, tout ce qui gravite autour du joueur. Et il faut aimer le joueur pour lui-même. La plupart des gens qui sont autour des sportifs sont déjà intéressés. Intéressés, mais ceci n'est pas, c'est pas péjoratif, mais il y en a qui doivent gérer leur hein, le manager, ils doivent gérer le relation avec la presse, la relation avec les commerciaux, avec les sponsors, etc., etc. L'entraîneur, il est tenu au résultat aussi. Nous, il faut essayer de se détacher cette notion de résultat et de retour. Je me souviens, ma première expérience a été avec un grand champion français qui était Daniel Morelon, quand ils sont venus jouer ici et faire les championnats du monde ici à Liège. Le médecin et le kiné de l'équipe de France étaient malades. Et on m'a demandé, euh, le médecin qui soignait Daléo Dimers, je ne sais pas si vous connaissez Dimers, mais je pense que oui, qui était le plus grand Oui, cycliste belge, le plus grand. m'a demandé de l'aider parce que le responsable français lui avait demandé de suppléer. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris tout avec ce garçon, avec le directeur d'équipe qui était Toto Gérardin. Et ça m'a influencé pendant toute ma carrière, par la rigueur, par la manière de la connaissance et la manière dont il gérait les hommes. Et l'humanité d'un type comme Daniel Morelon, alors que les deux, trois premiers jours, il ne venait pas me trouver et je disais, mais quand est-ce qu'il va venir? J'étais jeune, c'était à ce moment-là, je crois que j'avais 30 ans maximum. Je me dis, il faut qu'il vienne me trouver. Il m'impressionne. Il était 6 fois ou 7 fois champion du monde déjà. Et puis, la pluie, le temps de la Belgique ayant fait son œuvre, on a dû arrêter les compétitions qui se faisaient à l'extérieur euh, un mardi et Daniel me demande alors est-ce que tu veux bien t'occuper de moi. Je tremblais, je tremblais parce que c'était pour moi quelque chose que je le connaissais puisque j'adorais le sport et je connaissais tous les sportifs, je veux dire dans tous les sports. C'était quand j'étais plus jeune. Alors, et puis à un moment donné, la glace s'est brisée et on a fait quelque chose de magnifique à son titre de champion du monde et je le vois encore. Euh, En finale, il perd la première manche et à ce moment-là, bon, comme, comme tout soigneur, je dirais soigneur de l'époque, ben, je prends son vélo et puis il me regarde, il me dit, Hmm. tu tires la gueule. Hein? Ben, je n'étais pas fier il avait perdu. Il m'a dit, te tracasse pas, je vais gagner les deux manches suivantes. Et quand il a gagné, ben, c'était presque ma victoire, mais pour lui. Hein, et il est venu vers moi comme l'autre. Jean-Louis, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Si tu veux, je te donne mon maillot. C'était fabuleux, c'était quelque chose de fabuleux. Hein. Et j'ai connu ça
dans beaucoup de sports, parce que j'ai eu la chance de m'occuper aussi de motocrossmen, hein, dont un maintenant est paralysé et que je vois encore de temps en temps. Il est des champions du monde. Il s'est paralysé à Dakar. Il est tombé sur la nuque et il a été. Et quand je vois ce garçon qui a été dans la lumière et qui maintenant est un exemple de lutte. Hein. Il est en chaise roulante. Et quand il a une petite voiturette qui dirige avec ses yeux. C'est impressionnant. C'est impressionnant et ça demande du respect. J'ai eu la chance aussi à côté de l'équipe nationale de tennis. À un moment donné, je voyais des jeunes tennismen en chaise, qui venaient voir. Et je me suis dit, Jean-Louis, écoute, tu dois faire quelque chose pour eux. Et je leur ai proposé mes services. Et donc, je les ai accompagnés. Je les ai accompagnés euh, à certaines grosses compétitions. Je suis allé à Roland. Et la première fois que je suis allé à ces compétitions de handisport, de tennis en fauteuil roulant, quand j'ai vu l'ensemble de ces jeunes personnes avec un handicap physique, même parfois mental, la manière dont ils se comportaient sur le terrain, eh bien, j'ai dit, mais quelle chance tu as eu de prendre cette décision-là. C'était une humilité. Je pense qu'aussi, je dis toujours quand j'essaie de transmettre aux plus jeunes un petit peu, mais le peu de mes connaissances, je dis toujours, la première qualité que nous devons avoir, c'est l'humilité. Et on est rappelé tout le temps. Alors, je dis à mes patients, j'apprends de vous, autant chaque patient m'apporte quelque chose. Ça me nourrit. Ça me nourrit. J'essaie de leur apporter ce qu'ils attendent de moi aussi, hein, c'est sûr, il y a des chats. Mais cette notion-là est primordiale pour moi. S'il n'y avait pas cette relation entre enfin, l'homme, la femme, hein, le sportif, avec tout ce qui est derrière. Mais entre parenthèses, c'est jeune, il y en a un qui vient de gagner l'Open d'Australie. Bon, c'était assez impressionnant. Je ne le suis plus, hein, donc, puisque je me suis arrêté. Mais je dirais que ce passage avec ces tennismen en fauteuil roulant, l'ensemble, pas nécessairement les Belges, en les regardant, en voyant les efforts qu'ils font, en voyant le sourire qu'ils ont, hein, ça a été très, très riche. Ça a été vraiment très, très riche. Oui. Alors, vous avez déjà même répondu, je pense, à cette question, mais question philosophique. Vous, qu'est-ce que vous avez appris à travers tous vos rencontres sur l'être humain? Que sans l'amour, rien n'existe. Et c'est ça, il faut aimer la personne en face de soi. Faut aimer la personne en face de soi. Et je pense que le respect de la personne en face, le regard de la personne, quelle qu'elle soit. Dans ma patientèle, j'ai des gens de très grande qualité ou des gens publics, j'ai des gens qui sont au chômage, chaque personne apporte quelque chose. Et notre devoir, c'est de les aider avec la qualité qu'ils ont, voir avec les défauts qu'ils ont. Et c'est parfois difficile. C'est parfois difficile. Vous avez quelqu'un qui a été décrié dans la presse, c'était pour des motifs, etc. Et vous devez faire abstraction de ça. Vous devez prendre l'humain, qu'est-ce que je peux lui apporter à lui, Oui. dans sa situation, il est sans juger. Mm. Alors, C'est très dur. oui, effectivement. Alors, question inverse, du coup, y a-t-il des choses qui vous énervent, qui vous écœurent dans ce monde? J'ai oublié quelque chose. Il faut quand même ne pas oublier à côté de cette profession toute cette famille. C'est parce que je suis. C'est une famille recomposée. On a 11 enfants, mais c'est une famille unique. Et tous ces enfants forment un nid. Et ça m'aide. C'est énorme. Quand je ne les vois pas, quand nous ne les voyons pas avec mon épouse, Oui. et je disais dans l'article d'ailleurs que si je n'avais pas eu mon épouse, elle a eu
l'autorisation et la gentillesse de m'accompagner dans tous mes déplacements, je ne pense pas que j'aurais tenu aussi longtemps. Elle était très discrète, elle restait sur le côté, elle rendait les petits services qu'il fallait. Et le soir, on dormait ensemble, bien sûr, au moins ça. Hein. Bien, il y avait beaucoup de choses qui était rectifié. On parlait ensemble de la journée. Et ça, c'est important. Donc, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Parce que tout ce qu'on prend dans une journée, par exemple, ben, parfois, c'est pas agréable le soir. On rentre, on est de mauvaise humeur parce qu'on n'est pas content du travail qu'on a fait, parce qu'on a eu des rencontres qui ne faisaient pas plaisir, ou pour ceci et ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas dans, dans, dans ce monde? Bien, c'est je pense que c'est l'égoïsme. Je pense que c'est l'égoïsme. Et, et l'égoïsme, ça veut dire euh, regarder pour soi. Là, euh, on a parfois des dirigeants qui prennent des décisions et ces décisions, elles sont prises dans un but intéressé, toujours pas dans le but du bien de tout le monde. Or c'est ça le problème. Hein? Je suis croyant, j'ai été éduqué croyant. Et je dis toujours, ce que je retiens de cette éducation croyante, c'est tu respecte ce qui devrait être la même chose dans quelles que soient les religions, les religions ou les non-religieux, c'est le respect des gens. Oui. Hein, le respect des gens, et ça, je pense que quand on prend nos dirigeants qui prennent des décisions, beaucoup de dirigeants ne pensent pas, ils pensent à eux, ils pensent à leur future élection ou à ceci ou ça. Et ça, c'est déplorable. Autrement dit, il y a plus des grands hommes qui sont au-dessus du lot. Et ça, c'est dramatique. Alors, pour finir, question difficile, hein, j'imagine, pour répondre, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah ben, je voudrais dire ceci. Je voudrais remercier celui qui m'a permis de naître dans la famille où je suis né. Donc, je suis né à la campagne et dans une famille qui m'a appris à aimer les gens, à aimer les animaux. Donc, j'ai côtoyé beaucoup les animaux, j'ai côtoyé beaucoup les gens à une période où c'était la simplicité, où les gens se retrouvaient l'un à côté de l'autre sur des petits bancs, discutaient, etc. Bon, ça, c'est sûr. Euh, je veux remercier ceux qui m'ont guidé dans l'orientation de ma profession, hein, ceux qui m'ont ouvert la voie, mes maîtres anglais, hein, qui m'ont appris cette rigueur, c'est au niveau professionnel. Et j'ai tellement de gens que je voudrais remercier. Un secrétaire général de la Fédération de tennis qui a toujours, qui m'a accueilli, qui m'a fait confiance envers tout. Euh, je, mes proches collaborateurs maintenant, qui j'ai essayé de transmettre un petit peu de mon savoir et surtout de mon expérience. Bon, évidemment, surtout toute ma famille qui malgré les, les, je dirais, parce qu'une vie comme j'ai eu, bon, j'ai été beaucoup parti, c'est ce qui a un peu expliqué les difficultés que j'ai eues à un moment donné, mais mes enfants qui ont supporté ça, maintenant mes petits-enfants, donc je peux m'occuper beaucoup mieux, mon épouse qui est toujours là-bas, et qui supporte parfois mes sautes d'humeur, et voilà. Donc, j'oublie certainement pas mal de gens que je voudrais dire, mais globalement, j'essaie d'écouter chacun et peut-être de ces gens qui m'ont guidé, qui m'ont guidé et qui me guident encore d'ailleurs. Voilà. Bon, bah super, Ils se monsieur. reconnaîtront, ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Bon, bah écoutez, monsieur Capveren, merci vraiment pour le temps et le partage que vous m'avez accordé. C'est avec plaisir. Et puis, voilà, continuez à transmettre.
J'ai essayé. Merci beaucoup en tout cas de vous être intéressé à moi. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous a intéressé, voilà, parce que quand je vois les personnes que vous avez interrogées, j'étais un petit peu gêné de, de- Non, il y a pas raison. d'avoir eu votre contact. Et voilà, et j'ai hésité d'ailleurs de dire oui, mais voilà, je me suis dit, pour terminer, grâce aux journalistes, évidemment, c'est pas la première fois, j'ai, j'ai été repêché, j'ai été repêché, j'ai marqué sa souvenir des choses énormes dont je ne me souvenais plus. Donc, j'ai eu pas mal d'articles qui ont été faits Oui, depuis des années, mais que j'avais oubliés. Et je me suis dit, mais je me demande si je ne vais pas demander à quelqu'un de mettre ça un petit peu, de mettre de l'ordre dans ses souvenirs. Ça pourrait peut-être oui, intéresser mes petits-enfants tout à fait. et laisser une petite trace d'un humble passage sur Terre. Voilà. En tout cas, Bon, merci beaucoup pour votre humilité. C'est la clé des grandes personnes, ça. Vous savez. Et justement, il y a pas de barrière, il y a pas de frontière, il y a pas de niveau quand on est passionné par ce qu'on fait et qu'on aime transmettre. Donc c'est pour ça que, au contraire, toutes les personnalités que j'ai aussi rencontrées pensent de la même façon. Donc et justement, il y a pas de barrière. mais je pense que plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on doit apprendre et qu'on doit être humble. Exactement. Hein, parce que, hein, voilà, et notre petit passage peut essayer d'apporter un petit quelque chose pour faire évoluer les choses, mais voilà, pas plus, pas plus, malheureusement, malheureusement. Hein. On a En tout besoin cas, des autres. Et en plus, c'est d'actualité. ben oui, et en plus, je voudrais vous remercier parce que c'est vrai que je suis pas habitué à faire des interviews comme ça, par téléphone surtout, parce que mais ça fait réfléchir sur soi-même encore là. C'est ce moment qu'on vient de passer ensemble. Ben, c'est une réflexion qu'on devrait faire plus souvent, qu'on devrait faire plus souvent sur soi-même. Il y a pas nécessairement à la radio, hein, mais voilà, au téléphone. Hein. Mais la méditation, je la fais de temps en temps quand même, la méditation. La méditation, j'en fais de temps en temps. Euh, oui, et, et, et toujours pour me dire la même chose après, mon Dieu, tu aurais pu faire mieux ça, tu aurais pu faire. Bon, c'est pas une culpabilisation, hein, c'est une remise en question. Et je crois que la remise en question, il faut la faire tout le temps.